Bienvenue à tous, bonsoir, Wenmerge, un jour, 8h47 minutes. Bon, évidemment, c'est après-demain, du coup, plutôt, pour être exact, vers 4-5 heures du matin, pour l'instant. Peut-être un petit peu plus tard, on verra bien. Pour l'instant, forcément, c'est le sujet d'actualité. Mais moi, je suis persuadé, clairement, d'un point de vue utilisateur. Sur la blockchain, il va se passer des choses. D'un point de vue, nous, il n'y aura rien. Clairement, je pense qu'il n'y aura rien. Peut-être qu'il y aura un petit peu de volatilité au tout début, parce que tous les actifs, comme vous le savez, ils vont être doublés s'il y a un fork d'Ethereum. Mais pour moi, ça représente aucun risque. Tout ce qui va être Circle, Tether et tout, ils soutiennent déjà la blockchain Proof of Stake. Donc normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Ça m'étonnerait qu'il se passe vraiment un cataclysme sur l'écosystème crypto. J'avais mis quelques news de côté pour aujourd'hui. La première, elle est assez anecdotique entre guillemets, on va la passer vite fait. C'est les NFT de Solana qui ont commencé à exploser. Alors moi, je suis pas trop sur l'écosystème Solana, mais on remarque quand même qu'il y a qu'il se passe quelque chose du côté de cet écosystème. Au niveau des NFT, pareil, les NFT, c'est pas mon domaine de prédilection, mais voilà, pour ceux qui aiment bien Solana, pour ceux qui aiment bien tout cet écosystème, c'est plutôt bon signe, et ça veut dire aussi que s'il y a des gens qui continuent de s'intéresser aux NFT, même comme ça, en période de bear market, la technologie va survivre, je pense, hein. Ça je m'en fais pas trop au niveau des NFT, mais j'ai vu ça passer. J'ai pas grand chose à en dire parce que c'est pas mon domaine, mais c'est assez intéressant. Alors, est-ce qu'à long terme, Ethereum, ça ne sera plus la blockchain des NFT? Ça, pour le coup, ça m'étonnerait pas trop, vu que actuellement, et à moins que ça change d'ici là, mais actuellement Ethereum c'est assez cher en frais. Bon, ensuite il y aura le sharding, tout ça sur le réseau Ether, on va voir comment ça va se passer, mais pour l'instant, si tout ça c'est dans 5-10 ans, d'ici là il y aura sûrement une autre blockchain qui aura pris un peu le relais avant Ethereum, que ce soit au niveau des NFT et peut-être d'autres choses encore. La DeFi, je suis pas sûr. À mon avis, le gros de la DeFi sera toujours sur Ethereum parce que les baleines, elles s'en foutent de payer $50 de frais pour faire une transaction, vu qu'elles ont de très grosses sommes à déposer. $50, c'est assez anecdotique. Et la deuxième information hyper intéressante, et je me souviens, quand il y a eu le crash de l'UST, il y a l'USDT qui était tombé à 95 centimes. C'était assez rapide, ça a vite été racheté parce que l'USDT, les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, c'est assez solide entre guillemets. Pour rappel, quand il y a eu justement le crash de l'UST, de Terra Luna, il y a beaucoup d'USDT qui sont sortis de la circulation. Et on voit qu'en vraiment très peu de temps, on est passé de 83 milliards d'USDT à 67 milliards. On est même descendu un peu en dessous après, mais voilà, globalement, en un mois et demi, 16 milliards d'USDT qui sont sortis de la circulation, et là, en vraiment très peu de temps, en même pas un mois, on est passé de 83 à 73 milliards. 10 milliards d'USDT qui sont sortis, et il est toujours stable. Donc, il a quand même fait ses preuves, ce stablecoin, c'est assez bon signe à voir. Et l'USDC, pour rappel, ils ont bloqué des adresses qui avaient interagi avec Tornado Cash. Pour l'instant, USDT, il me semble pas qu'ils aient fait la même, mais Tether continue d'avancer, de rassurer un peu plus les gens, on va dire. Déjà maintenant, voilà, c'est écrit ici, elle a récemment changé de cabinet afin de publier des audits mensuels et non plus trimestriels comme c'était le cas auparavant. Alors déjà, un audit tous les 3 mois, c'est pas si mal, hein. Il y a plein de stablecoins qui font pas d'audit tous les 3 mois déjà, donc c'est pas si mal. Tether, ils ont dit aussi un truc, ils ont annoncé plutôt qui comptaient définitivement supprimer leur part de papiers commerciaux. Bon, je suis pas un expert tout ça, mais en gros, quand vous faites un stablecoin qui pèse des milliards, vous n'avez pas 100% de billets de banque derrière. Vous prenez des équivalents dollars et des trucs plus ou moins risqués, parce que ça peut vous amener des rendements et compagnie. Bref, ça peut être intéressant de faire ça, même si il y a un peu de risque. Et du coup, cette part un peu risquée dans la collatéralisation de l'USDT, ils veulent s'en débarrasser. Pour mettre quoi à la place, je sais pas, peut-être des bons du trésor, peut-être plus de vrais dollars, on verra bien. En tout cas, c'est pas envisageable un stablecoin qui pèse 60 milliards avec que des vrais billets derrière. Clairement, c'est pas possible. USDC, USDT, BUSD sont à 5% je crois maximum. C'est vraiment ridicule. Je vais pas vous dire non plus ayez 100% d'USDT dans votre portefeuille. C'est bien d'être toujours de splitter, de séparer un petit peu votre risque, de pas tout mettre sur un stablecoin. On sait jamais. Bon, même si que ce soit l'USDT ou l'USDC, s'il y en a un des deux qui se casse la gueule, ouais, c'est pas ouf, hein. Vaut mieux pas que ça arrive tout de suite.
Après, l'USDC n'est pas fondamentalement un mauvais stablecoin, mais en ce moment, USDT fait pas mal d'efforts, Tether font pas mal d'efforts, et USDC, je trouve que c'est l'inverse. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Mes stratégies pour The Merge. Moi, ma théorie, encore une fois, ça n'avance que moi, mais il y a des chances que ça se passe comme ça, il y a plus de chances que ça se passe comme ça, vu qu'il y a eu pas mal de tests et tout. Si jamais il y a une couille, je veux pas... je veux pas qu'on dise que je vous ai pas mis au courant. Certes, c'est possible qu'il y ait un risque, mais c'est tellement infime comme probabilité, moi je vais pas jouer dessus. Pour moi, la transition va se passer normalement. Il y a peut-être des gens qui vont spéculer par rapport à ça, alors que techniquement, il n'y aura pas à avoir de spéculation. À la limite, la spéculation qui peut avoir lieu, c'est sur les forks d'Ethereum, ça pourquoi pas, mais sur Ether en lui-même, il n'y a pas de spéculation à avoir. À mon avis, là on est quand même passé de, quand il a bottom récemment, $800, il est monté à $2000. À mon avis, Ethereum c'est pricé. Pour moi, ETH c'est pricé. Après, est-ce qu'il va forcément aller à la baisse après ça? Je sais pas. Ethereum, à mon avis, il est toujours corrélé au Bitcoin et au marché crypto en général. Si Bitcoin se pète la gueule, Ethereum va le suivre. Même The Merge, même tout ce qui peut arriver. Peut-être qu'avec The Merge, Ethereum va un peu moins se casser la gueule ou un peu plus. Mais globalement, pour moi, Ethereum ne va pas encore prendre sa propre direction dans le marché. Là, ces derniers mois, il s'est un petit peu décorrélé de Bitcoin, Ether. Ça se voit un petit peu. Il a bien performé récemment. Il a fait plus d'un x2, même quasiment un x3 depuis entre le bottom et le top qu'il a fait il n'y a pas si longtemps. Bitcoin, il a fait quoi? Plus 1% entre le bottom et le top? Ouais, j'abuse. Peut-être 30-35%. Mais pas plus. Je suis pas un trader, je vais pas essayer de suivre des tendances court terme. Je vais pas me dire là pendant une semaine ça peut pump alors je vais investir à fond, je vais être long à fond. Moi je vois les choses long terme et pour moi on a fait le plus gros du bear market et là c'est le moment de la phase d'accumulation. Mais attention, phase d'accumulation ou pas, à tout moment je pense qu'on peut se prendre un moins 50% sur le marché sans souci, et du coup je suis quand même méfiant. Certes, je suis persuadé qu'on est dans une phase d'accumulation, qu'après ça va repartir en cycle comme d'habitude, on verra jusque quand ce sera cyclique, mais je suis méfiant quand même, je mets pas tout d'un coup, j'essaye vraiment de lisser mes achats sur au moins une année et demie minimum, on verra bien. Et si jamais il y a des très gros retracements, que je dis une bêtise, mais que Bitcoin va à 12 000, 10 000 $, pas sûr qu'on arrive là avec BlackRock récemment qui était rentré dans le jeu et tout, mais bref, si jamais ça arrive, à part s'il y a un très gros problème sur Bitcoin et qu'on sait qu'il est voué à zéro, moi Bitcoin il y a 10-12K, je vais pas hésiter trop longtemps, hein. Je vais pas non plus aller faire un prêt pour en acheter, mais mais là je commence à surveiller et je commence à me réintéresser un petit peu aux altcoins, et surtout aux altcoins qui se lancent maintenant et qui sont lancés sur la fin du bull run. Plutôt pour moi c'était le début du bear market. Les altcoins qui se sont lancés début 2022. Moi j'étais déjà dans mon plan bear market à ce moment-là, j'étais sorti novembre-décembre, j'en ai déjà parlé aussi mais on s'en fout. Il y a des altcoins qui sont sortis dans début 2022 qui du coup ont fait des perfs pas terribles vu que ils sont sortis au pire moment, j'ai envie de vous dire. Et je pense que c'est ces projets-là qu'il faut surveiller. Mes altcoins pour le prochain bull run, c'est sorti quand? Tais-toi moi, mois du passé, 30 juin 2022. Si j'en ai parlé le 30 juin, il était dans les 2 centimes, sans souci. Ah, je me disais bien. J'en ai parlé quand c'était bas, c'est encore mieux, il a fait un x3 depuis. Et ma justification, c'était The Merge arrive, Ethereum 2.0 arrive, les mineurs vont se tourner vers Ravencoin, mais j'ai pas poussé ma réflexion assez loin. Moi, bêtement, je me suis dit, les mineurs, ils vont arrêter de miner de l'Ether. Parce qu'ils pourront plus. Ils vont se tourner vers d'autres solutions. Il y a le flux. En fait, j'aurais pu en foutre pas mal dans la vidéo, mais j'ai juste choisi de mettre que Ravencoin parce que j'en avais déjà eu dans le passé, parce que je connaissais déjà un petit peu. Bon, je sais qu'il n'y a pas grand chose de développé là-dessus aussi. Bref, il y avait Ethereum classique aussi que j'aurais pu citer, mais j'ai choisi Ravencoin parce que j'avais envie. Je me suis dit qu'il allait pump post-The Merge ou un tout petit peu avant, parce que les mineurs allaient se mettre à en miner, tout simplement. Mais en fait, c'est une très mauvaise façon de penser, parce que les mineurs, c'est eux qui vont apporter la pression vendeuse sur le marché, donc à tout moment, si je vois un événement qui va se passer vis-à-vis des mineurs, ça peut pas être un mouvement haussier sur le marché. Alors, on va en reparler, on va parler un peu de pump and dump. Forcément, les mineurs, qu'est-ce qu'ils vont faire pour que ce soit intéressant, rentable pour eux de miner du Ravencoin? Ils savent que la difficulté va augmenter parce que ceux qui minent déjà du Ravencoin, il va y avoir de la concurrence qui va arriver. Et il va y avoir plus de mineurs sur ce réseau-là. Donc, comment faire pour augmenter les récompenses des mineurs?
pour qu'ils soient toujours aussi bien payés, même s'il y a de nouvelles personnes qui viennent bouffer une part de leur gâteau, eh ben, il faut augmenter le prix de la crypto qui mine. Alors, on peut aussi augmenter le prix, aussi augmenter la quantité de la crypto qui est mise en circulation, mais ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, augmenter le prix, ça me paraît être la meilleure idée. Donc, quasi sûr que c'est des mineurs ou des baleines qui ont fait un petit peu le bon move, qui ont fait pump le Ravencoin, et c'est pareil pour l'Ethereum classique, c'est pareil pour le Flux, je crois qu'il y a Ergo aussi, bref, c'est pareil pour toutes ces cryptos qui vont bénéficier de la puissance de calcul d'Ethereum. Moi personnellement, je suis pas du tout calé sur le mining, hein, ça c'est pas des choses que je trouve pertinentes, mais derrière, si c'est pour proposer un truc comme Ethereum avec une blockchain, Ravencoin, je sais que c'est comme Ether, c'est une blockchain, si je dis pas de bêtises derrière, avec des choses qui sont développées dessus, Ethereum classique aussi. Donc le but en fait, c'est que pour garder un bon prix, on va dire, sur ces actifs, c'est qu'il y ait des choses développées sur ces écosystèmes, et il n'y a rien de développé. Comme vous le savez, The Merge arrive, et il y a plein de gens qui empruntent de l'Ethereum. Enfin, en fait, vous le savez peut-être pas, mais il y a plein de gens qui empruntent de l'Ethereum. Et où est-ce qu'ils vont emprunter de l'Ethereum? C'est notamment sur des protocoles comme Venus. Oh putain. Oh putain. Désolé de la vulgarité, mais désolé de la vulgarité, mais 62% d'intérêt sur Ether, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Alors là, on est sur Venus, on est sur la Binance Smart Chain. Ouais, c'est pas dégueu. Les gens empruntent de l'Ethereum sur cette blockchain, ils vont les bridger, les envoyer sur la blockchain Ethereum, et une fois qu'ils ont leur Ether sur leur wallet sur Ethereum, ils bougent pas. Ils attendent The Merge, et quand il y aura The Merge, ils vont avoir des Ethereum dupliqués, c'est-à-dire qu'ils auront leurs vrais Ethereum et des Ethereum Proof of Work. Vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il y aura des forks, etc. Donc c'est une potentielle opportunité. Et il y a plein de gens qui empruntent de l'ETH. Alors pour moi, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec la DeFi, c'est pas un très bon move à faire. Moi pour le coup, j'ai déjà quelques ETH sur mes portefeuilles sur le réseau Ether directement. Je m'en fous de gratter un Ether qui vaut 30 balles. Clairement, j'en ai rien à branler. Ça se trouve que ça va me revenir plus cher en frais. Ça m'intéresse pas. En revanche, là, je peux prêter des Ethereum à des osos qui sont prêts à les emprunter à 100%, j'imagine. Parce que si le supply est à 62%, l'emprunt il est à combien? L'emprunt il est à 80%. Non mais c'est n'importe quoi. Il y a 9 $ de liquidité. Évidemment, là, si vous avez déposé des Ethers, vous pouvez pas les récupérer. Va falloir attendre que des gens remboursent. Mais vous en faites pas. Après le merge, ça va vite venir. Là, les intérêts sont très élevés sur Venus, mais ça va pas durer. Déjà, quand The Merge va passer, c'est dans 1 jour et 8 heures au moment où je suis en live. Ça va commencer à baisser, je pense, un petit peu après. Ça va peut-être tenir quelques heures, voire 1 ou 2 jours, mais ça va pas durer les rendements à 2 chiffres comme ça. Un rendement normal sur Ether, c'est 2-3% grand max sur ce genre de plateforme. On peut aller voir ailleurs, j'en connais pas mal de plateformes de prêt, d'emprunt. Il y a AAV, mais AAV sur le réseau Ether, ils ont un petit souci, c'est qu'ils ont dû mettre une limite d'emprunt parce que c'était n'importe quoi, les gens ont fait les zouaves. Du coup, il y a un rendement assez faible. 14%, on n'est pas sur le rendement stellaire de Vénus, mais 14% c'est pas dégueu. Mais sur les autres blockchains, est-ce qu'on a mieux? Polygon V2, il est où l'Ether? 1,74, non, pas terrible. Avalanche V2, 1,48, pas terrible non plus. Allez, sur la V3, est-ce qu'on a des bons trucs? Arbitrum, ça paye pas beaucoup. Avalanche, là on a 14% sur Avalanche, vous voyez, si vous avez des Ethers sur Avalanche, ça paye bien. Sur Phantom, c'est pas terrible du tout. Sur Harmony, sur Harmony, il y a un truc de fou sur le link. Le link, là, il y a 1000%. C'est parce qu'il n'y a pas de liquidité quasiment. Sur Optimism, 3%, c'est pas ouf. Mais vous avez des intérêts en OP. Et ça, c'est cool. Ah, la musique, elle s'est arrêtée. Sur Polygon V3, 1,93. Bon, j'ai fait toutes les blockchains de AAV. C'est sur Avalanche que c'est le mieux et à la limite Optimism. Mais on va voir d'autres plateformes de prêt d'emprunt. C'est que sur Venus qu'il y a des gros intérêts. Mais vous avez 62% d'intérêt sur du stablecoin pour l'instant. C'est pas dégueulasse. Sans compter que là, dans l'après-midi, quand j'avais regardé, quand j'ai mis de l'Ether personnellement, il n'y avait que 25%. Ça a vite augmenté. Et ça peut continuer de... Ah non, ça peut peut-être pas continuer d'augmenter là. Vu que tout est emprunté, ça doit être le rendement maximal en fait. Donc ouais, 61%. Rendement maximal probablement. Ouais, tout est emprunté, donc à mon avis, ça peut pas aller au-dessus. Il y a 77 millions de dollars. C'est pas dégueu, c'est plutôt pas mal. C'est bien, c'est pas mal de sous quand même. Et les gens, comme je vous ai dit, qui empruntent sur Venus, comme c'est sur la Binance Smart Chain et qui veulent bénéficier du fork d'Ethereum, ils vont devoir bridger ces Ethers. Et en bridgeant leurs Ethers, ils vont utiliser certains protocoles comme Hyphen, qui sont des bridges. Et justement, en bridgeant, il y aura des frais.
Et ces frais, ça se voit en ce moment, ça se voit pas mal. Sur iFen, sur Polygon, vous avez 22% d'intérêt en ce moment. Attention, les 22%, c'est 15% de reward dans le token BICO, qui est pas trop dégueu en ce moment. C'est pas quelque chose que je garderai sur le long terme, mais pas dégueu. Et 7% de frais, donc ça c'est les intérêts en ETH. Mais voilà, ce qui m'a flingué, c'est ça. C'est optimisme. C'est une moyenne sur 24 heures, donc c'est pas dit que d'ici, que quand vous allez déposer vos Ethers, ça va continuer. Mais sachant que The Merge n'est pas tout de suite passé, et qu'après les gens ils vont sûrement utiliser les bridges dans l'autre sens, les blockchains qui coûtent pas cher en frais, en vrai c'est un plutôt bon move d'aller déposer des Ethers dessus sur les bridges. Genre Polygon, Avalanche à la limite si vous avez beaucoup d'Ethers, Optimisme aussi, ça coûte que quelques centimes de frais. Vraiment, si vous avez des Ethers sur Optimisme, là il y a la place pour mettre 210 Ethers sur iFen. Croyez-moi, il y a un coup à jouer. Donc vous avez aussi Stargate éventuellement, Optimisme là, 7% d'intérêt, c'est pas hyper élevé. On verra bien ce que ça va donner aussi Stargate. C'est Bridge, Liquidity, l'Ether on est où? 8%. Ah, sur la blockchain Ether, par contre, ouais, là il y a un très gros APY. Ah, mais il y a que 5 Ethers de liquidité. Ah, c'est pour ça qu'il y a un si gros APY en fait sur ces bridges. C'est surtout sur iFen et sur Venus en fait qu'il y a des gros intérêts sur l'Ether. Putain, j'avais vu ces deux protocoles vraiment par pur hasard et je me suis dit je vais décliner, je vais voir tous les autres protocoles du même type et je devrais voir la même chose. En fait non. Je me suis fait avoir. Une dernière petite stratégie sur la DeFi dont je voulais vous parler récemment. Ça c'est vraiment pour un niveau un petit peu, on va pas dire expert non plus, mais à un niveau avancé. Déjà faut avoir déjà un petit peu pratiqué la DeFi pour mettre ça en place, puisqu'on va utiliser la blockchain Gnosis. Ça va nécessiter le protocole Agave, qui comme vous le voyez déjà, son nom ça ressemble à Aave, hein, et c'est un protocole similaire, hein, c'est un fork de Aave, on va dire une copie même si c'est pas le bon mot. Ils ont repris le code de Aave pour faire une version sur Gnosis, et on va servir du coup de Agave et de Sushi. Sur SushiSwap, il y a une pool de liquidité très intéressante, la pool GNO Wrapped XDAI. Alors le GNO, c'est la crypto Gnosis en fait. La crypto de la blockchain Gnosis, pour moi, c'est le XDAI parce que c'est ça qui sert à payer les frais de transaction. Le GNO, du coup, à part là aujourd'hui où il s'est pété la gueule comme toutes les cryptos du marché, hein, comme tout le marché, globalement ça bouge pas mal sur 30 jours, sur 90 jours. Ah, d'ailleurs c'est marrant, hein, sur 30 jours vous aurez dit il est dans une tendance baissière, sur 90 jours limite on se dit l'inverse, sur 180 jours on se dit quoi? Ah on revient sur la tendance baissière, même pas. Sur 180 jours c'est on a baissé et on commence à accumuler. Voilà, toujours prendre du recul et à chaque fois on interprète les courbes d'une façon différente. Là récemment si on regarde depuis 30 jours, d'un point de vue DeFi, c'est stable. D'un point de vue DeFi c'est stable. C'est mieux de rentrer après un moins 10% sur un actif qu'après un plus 100%, ou juste avant qu'il se fasse un plus 100%. Parce que on va être, comme c'est une pool de liquidité entre le GNO et une crypto stable, si le GNO bouge beaucoup à la hausse ou à la baisse, ça va pas nous arranger. S'il bouge pas beaucoup, comme, bon, il a quand même pas mal bougé hein, sur 30 jours, mais s'il bouge comme ça nous va. Sincèrement, comme ça, c'est pas dégueu, ça nous va. Parce qu'il y a des gros intérêts. Vous voyez le rendement là? 66%. Et si on veut voir en détail, il y a 61% d'intérêt en reward et 5% de frais. Les frais, on s'en fout un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est vraiment les 61% de reward. Donc vous avez des intérêts en sushi. Autant vous dire que c'est anecdotique, hein, les intérêts qu'il y a en sushi, c'est 15$. Et vous avez 12,65 GNO par jour, je suppose. Donc, merde. Donc à peu près 2000$. Hein, à côté des 15$ de sushi, vous voyez, le sushi, c'est anecdotique. Ça, c'est pas mal. Il y a pas mal d'intérêts en GNO. Ok, vous voyez aussi qu'il y a $1 million dans la pool de liquidité. Donc forcément, mathématiquement, si d'un coup il y a $2 millions, les intérêts sont divisés par 2. Et ce serait encore relativement intéressant. Maintenant, vous n'avez pas forcément de GNO dans votre portefeuille, mais vous avez peut-être des XDAI. Voilà, ou en tout cas, vous avez peut-être des stablecoins et vous pouvez les convertir en XDAI. Pour ça, j'ai fait une vidéo récemment, comment envoyer des cryptos sur Gnosis. On peut envoyer n'importe quelle crypto et recevoir des XDAI sur Gnosis en utilisant Rango Exchange ou Transferto que j'ai montré dans la vidéo. Le but pour vous, ça va être d'arriver sur la Gnosis Chain avec des XDAI. Vous foutez pas tous vos XDAI ici. Vous mettez 75% de vos XDAI, prenez $1000, vous mettez $750 sur Agave. Du coup, il vous reste 250 DAI dans votre portefeuille. Vous allez sur CoinGecko, vous allez sur le GNO et vous regardez combien ça fait de GNO pour $250. Alors au moment où je le fais, c'est environ 1,6, mais vous n'aurez pas la même valeur quand vous allez regarder. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'emprunter un petit peu plus. Déjà parce que c'est la valeur de CoinGecko, donc il va regarder le prix du GNO un peu partout, et peut-être qu'en ce moment il est plus ou moins cher sur la blockchain Gnosis. Donc vraiment,
prenez un peu plus. Là, typiquement, prenez 1,65, vous êtes large. C'est pas très grave, de toute façon, vous allez rembourser petit à petit les GNO, donc vous en faites pas. Vous déposez du coup vos XDAI, 750$, vous empruntez l'équivalent de 250$ de GNO. Dans votre portefeuille, vous allez vous retrouver avec 250$ de DAI et de GNO. Et vous vous en doutez, on va aller les foutre ensuite sur Sushi pour faire des intérêts qui sont pas dégueulasses, 61%. Et sur mon tableur, j'ai un petit outil pour calculer le rendement que ça peut donner. Rappelez-vous que dans cette stratégie, vous avez juste 1000 XDAI, juste 1000$. Donc vous déposez 1000 XDAI, c'est quoi le rendement dessus? 1%, on va arrondir à 0,9, j'aime bien arrondir en dessous. Vous empruntez du GNO, vous l'empruntez à 0,89. On l'emprunte si peu cher. Ah voilà, vous avez des incentives. Ah oui, mais en plus quand vous empruntez du GNO, vous êtes payé. Ah bah c'est pas mal ça. Ça, c'est pas dégueu. En plus, vous êtes payé 3% en empruntant du GNO. Vous êtes bien payé quand vous empruntez du Link, mais il y a très peu de liquidité. Bref, faites attention, on s'en fout du Link. GNO, 3%, on va l'ajouter dans le tableur. Par contre, on n'emprunte que 250. Et logiquement, dans la pool de liquidité, il y aura 500$. Hein, 250 x 2, ça fait 500$. Et là, il n'y a pas de 30% d'intérêt sur la pool, il y a, on avait dit 61%. Je prends vraiment que les rewards, je prends pas les fees. On va prendre 61%, on va même arrondir en dessous 60. Tac. Vous avez 30% d'intérêt sur vos 1000$. Et du coup, toutes les semaines, les frais sur Gnosis sont anecdotiques. C'est même pas du dixième de centime. Donc c'est anecdotique, on peut totalement pas les compter, c'est pas très grave. Si sur 1000$, vous allez faire entre 5 et 6$ d'intérêt tous les 7 jours. Ça prend pas en compte les impermanent loss, mais si vous restez au moins une semaine ou deux sur ce genre de stratégie, les impermanent loss, c'est pas votre souci. C'est dans cette vidéo-là, si vraiment tu veux pas attendre, tu veux voir ce soir maintenant, c'est dans cette vidéo-là, l'épisode 4 de l'année de staking, où je fais ma stratégie comme Agave et Sushi sur la Gnosis. Ça va pas être les mêmes protocoles, ça va être comme j'ai dit IDEX et AAV, mais c'est le même principe et normalement je montre tout ce que je fais. Excellent, excellent, on est bien. Je vais vous filer dans le chat, là, va y avoir un lien. C'est comme la semaine dernière, c'est un petit formulaire, vous mettez votre pseudo Twitch, si vous avez un compte Realty ou pas, et votre adresse Gnosis. La question, si vous avez un compte Realty ou pas, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, donc ça c'est comme vous voulez. Et ça vraiment, je le mets un petit peu en avant ce soir, j'ai fait 2 tutoriels incroyables. Allez, osons les mots sur Realty. Le premier tutoriel qui vous montre l'aspect facile, on va dire, de Realty, comment on achète les tokens de propriété, comment on les revend. Vous pouvez même acheter les tokens directement avec une carte bancaire, mais dans tous les cas, quand vous allez sortir, pour l'instant, c'est que en crypto. Donc, je vous invite vraiment, si vous connaissez rien en crypto à la DeFi, à essayer de vous renseigner un petit peu plus, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes YouTube. C'est pas ultra compliqué. Normalement, avec si vous savez déjà vous servir de Binance, ou acheter des crypto-monnaies, vous avez juste besoin de ma vidéo sur Rabi, ma vidéo sur Gnosis, et ensuite mes tutos Realty, et c'est bon, vous êtes parti. Vous en avez pourquoi même pas 1 heure, et vous pouvez déjà commencer à faire n'importe quoi sur la DeFi et investir sur l'immobilier. C'est honnête. Je sais même pas s'il y a déjà eu un tutoriel similaire sur YouTube. J'avais été chercher quelques informations, et il y a des trucs que j'ai découvert par moi-même. Par exemple, sur Swapcat, je sais plus, mais il y a un moment, je montre qu'il y a un bug sur Swapcat, que la page ne charge pas sur un certain navigateur. Et ça, c'est une information que j'ai pris 3 jours au moins à comprendre que j'étais juste pas sur le bon navigateur. J'ai fait 15 milliards de trucs avant de comprendre qu'il fallait juste que je change de navigateur. Et j'avais trouvé aucune info par rapport à ça. Il y a personne qui disait sur Internet qu'il y avait un souci avec Swapcat par rapport à un bloqueur de publicité ou à un navigateur Internet. Et vraiment, c'est un détail à la con, mais je vous ai tout montré, quoi. Vraiment, tout. Le RMM, j'ai pas été en détail parce que la série dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, les 1 an de staking, ça va être vraiment le meilleur support pour parler du RMM. Mais là, c'est excellent. Bonne chance à tous. Petit tirage au sort. C'est qui avait gagné la dernière fois? Je sais plus. C'est M1, je sais plus quoi. On t'accorde un délai de 24 heures. Non mais tu m'accordes rien du tout. De toute façon, ce sera fait dans la soirée, donc 24 heures, c'est large en vrai. Allez, perds pas trop de temps. Et c'est... comment ça se prononce cette merde? C'est... Je sais quand on écrit l'arabe avec notre alphabet, il y a des chiffres qui se mettent, mais le 9, je suis pas sûr que ça en fasse partie. Je sais qu'il y a le 3. Ça se prononce comment cette chose là? Riba. Tu as gagné, bien joué. Du coup, t'as tes 60 XAI. Donc là, on est sur El Famoso outil YouTube pour voir ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit, c'est des stats de bear market. Là, j'ai mis les 365 derniers jours et on peut voir les vues. Alors, en bull run, je sortais quand même plus de vidéos et encore début 2021, j'en sortais plus. Là, mon rythme, c'est quand même... il a baissé. Vous voyez que là, on a des petits... vous voyez peut-être pas d'ailleurs, on va zoomer. Vous voyez que là, il y a écrit 6, là, il y a écrit 4, là, il y a écrit 5.
Et là, il n'y a plus qu'écrit 3, 2. Je sors moins de vidéos, mais quand même, il n'y a pas que ça qui fait que les vues ont baissé. Il y a clairement le marché. Les gens sont moins attirés par les cryptos, regardent moins de contenu. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur toutes les chaînes YouTube. Et bon, ça sert à rien de comparer les heures de visionnage puisque ça va être à peu près le même effet. Le gros pic ici, c'est l'algorithme qui a mis une de mes vidéos en avant. Je sais pas du tout pourquoi. Mais merci l'algorithme, je suppose. 2500 vues dans une journée. Mais voilà, globalement, ça ressemble à ça, les vues que j'ai fait sur YouTube. Grosse accélération début 2021. C'est vraiment là qu'on a eu le gros du bull run. Et après, c'est pas remonté aussi haut fin 2021 en termes de vues. Et ça, c'est un truc qui me confortait un petit peu quand je suis sorti du marché novembre-décembre 2021. C'est que, quand je me suis désexposé plutôt, parce que je suis toujours dans le marché vu que j'ai des stablecoins. Bref, ça m'avait conforté un petit peu mon audience qui était vachement présente début 2021 et qui était moins là fin 2021. Enfin, quand je dis mon audience, les habitués sont toujours là. Mais les gens qui viennent, qui regardent une ou deux vidéos parce que l'algorithme leur a proposé, ils sont plus là maintenant. Allez, bonne soirée à tous, bon appétit à ceux qui n'auraient pas encore mangé, pourquoi pas. Et on se retrouve mardi prochain. J'espère que The Merge va bien se passer, je m'en fais pas trop. Et on verra de quoi on va parler, de tout et de rien. Et on fera le petit débrief aussi de comment ça s'est passé. Si ça a réagi comme je le pensais, que ça bougerait pas trop ou pas. Allez, à la semaine prochaine.